Welcome. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est archétype, tout ce qui est ombre, tout ce qui est incroyable pour l'évolution perso, l'évolution spirituelle. Donc là, le temps que les gens arrivent, le temps que j'invite Alexandre, tu peux avancer un peu justement pour te permettre d'éviter d'avoir ce petit blanc pendant je sais pas combien de temps. Donc voilà. Alors, where is my brother? Normalement, je t'ai envoyé l'invite. Ah, comment tu vas? Yes, bien, comment ça va? Tranquille, la forme? Bah ouais, tranquillement. J'ai bien chaud. Ouais, ça qui est bon. Des bons bains froids, là. Yes, je viens de faire ça cet été là, dans les lacs en Suisse. Ouais, c'est plus des bains froids, là, après. Un lac froid. Ok. Bon, aujourd'hui, on a dit on partait sur tout ce qui est archétype, tout ce qui est ombre, même si l'ombre, c'est un archétype aussi, et d'aller chercher un peu la puissance. On va y aller en mode freestyle, hein, un peu en mode flow. C'est là où je pense que c'est le mieux. Déjà, Carrément, je te suis. est-ce que, est-ce que tu peux un peu vite fait introduire tout ce qui est archétype, toi? Euh, alors, comment introduire les archétypes? Tu me prends dépourvu là. Si on introduit les archétypes, en vrai, c'est vieux comme le monde. Les archétypes, c'est un peu les symboles primitifs. Si je vous dis de penser à papa, maman, euh, un soignant, un connard, on a forcément l'image de quelqu'un qui vient. Et ben un Pas le archétype, c'est connard. ça. J'espère Ouais, le connard, aussi. c'est pas moi qui ont l'image. J'espère qu'ils ont pas l'image de moi en tant que connard. Mais c'est pour dire que un archétype, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Et donc la notion, elle a été développée par Carl Gustav Jung et qui a simplement constaté en fait qu'à travers toutes les histoires, tous les mythes, ben, l'être humain, en fait, n'importe quelle société se construisait sur des images qui étaient récurrentes. Et il a appelé ça des archétypes. Alors des archétypes, si on revient à l'origine du mot même, c'est un symbole original. C'est le modèle original de quelque chose. Ok. Voilà, donc il y a plein de, il y a des milliers d'archétypes. Moi, dans le coaching, j'en utilise une douzaine. On pourrait utiliser une cinquantaine si on donne un coaching un peu plus ouvert. Il y a plein de choses à faire avec. Moi, je l'utilise pour savoir quel jeu psychologique je joue ou on joue, puisque toi, là, tu es le résultat, grosso modo, si on rentre un peu dans le modèle, tu es le résultat d'un ensemble d'archétypes en toi qui sont activés avec plus ou moins d'intensité. Et ça influence du coup l'ensemble de ta personnalité, que ce soit tes comportements, que ce soit tes croyances, que ce soit tes valeurs, que ce soit les endroits dans lesquels tu te sens bien. C'est ça qui est intéressant aussi. J'aime bien prendre l'exemple de quelqu'un qui est amoureux. Donc dans les archétypes de Jung, il y a cet archétype qui est l'amoureux. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il y en a un qui s'active, ça va venir un peu influencer notre structure identitaire. Et l'amour est un bon exemple, puisque quelqu'un qui tombe amoureux, généralement, ça se voit. Ça se voit, ça vient influencer sa vision du monde, ça vient influencer le pourquoi il fait les choses, de quelle façon il le fait. Quelqu'un qui est amoureux, ça se voit même parfois à son timbre de voix, à sa posture. C'est pour dire qu'en fait, ça peut avoir des changements qui sont à la fois subtils, mais à la fois qui sont très marquants. Comme par exemple, devenir mère ou devenir père, des archétypes qui sont très forts. C'est euh, j'accède à cet archétype parce qu'il y a un événement marquant qui est arrivé. Et en fait, toute mon identité, elle en est transformée. La vision de moi est transformée. Je suis plus juste un être humain, je suis un papa, je suis une maman. Et ça Du te coup, va se comme introduction? connecter. Ouais, nickel. Du coup, se connecter aux archétypes, c'est finalement se connecter à l'énergie pour l'accueillir. Parce que si demain on dit tu vas être père, bah, ton énergie, elle va complètement changer. Tu vas avoir une posture beaucoup plus responsable, en fait. Ouais. Alors ça qui est intéressant, c'est que en fait, il y a cette notion de projection
qu'on fait, moi je peux me projeter dans cet archétype du père, du meneur, de ce qu'on veut. Euh, je me projette dedans avec mes filtres culturels, ma représentation de la fonction, mais c'est une chose qui est différente que de se projeter dedans et de le devenir parce que ça arrive, tu vois. Je prends cet exemple du changement de statut père-mère parce que pareil, c'est un bon exemple. Tu te projettes dans quelque chose, mais en fait, ça se passe jamais comme tu le veux. Mm. Parce qu'il y a projection et puis il y a réalité. Mais dans l'essence, oui, effectivement, comme tu dis, on peut se connecter à, à un archétype et ce que j'appelle moi un parrainage identitaire. Euh, c'est pour expliquer que chaque archétype vient nous parrainer. Là, par exemple, demain, j'ai envie de développer un peu ma partie commerciale pour mettre en avant ma boîte. C'est une certaine énergie à laquelle je peux me connecter, simplement en me projetant dans un archétype qui va lui avoir des facilités pour vendre, pour se mettre en avant, pour avoir confiance en lui. Soit je m'y connecte en me sentant dedans, tu vois, en me visualisant dedans, soit on peut aller lier ça à d'autres techniques, à de l'hypnose, à de la visualisation. On peut créer toute une atmosphère. Euh, dans les concerts, c'est bien fait, tu vois. Quand tu vas dans un concert, même la psychologie de la foule est en échangée parce qu'il y a des bruits, parce qu'il y a une certaine atmosphère musicale. La musique elle-même véhicule un ensemble d'archétypes. Donc on peut s'y connecter et on s'y connecte naturellement sans même nous en rendre compte tout au long de la journée. Finalement, on peut se demander c'est quoi notre personnalité à la fin, à force de jouer avec tous ces archétypes-là. Est-ce qu'on en a vraiment une, tu vois? Ouais. Ce que j'aime bien reprendre, moi, c'est Carl Jung, il disait justement que, à son sens, tu ne peux pas, Carl Jung et puis Caroline Myss qui a aussi pas mal travaillé sur les archétypes, tu peux pas te comprendre si tu ne captes pas tes archétypes. Tes archétypes, c'est un peu le langage de ton âme et ça permet de comprendre pourquoi tu fais ce que tu fais. Il faut voir les archétypes comme un programme en fait, comme un programme. Et tu vas avoir une vision de toi maintenant et intégrer le fait que ben, ton toi de demain, il sera peut-être un peu plus dans cet archétype, dans celui-ci, et en fait, ça va évoluer. Donc, est-ce qu'on se connaît vraiment un jour? C'est ça la vraie question. Ouais, c'est clair. Et tu vois, ça, j'ai un truc qui m'est venu, c'est qu'en fait, en fonction de chaque archétype, tu as une ombre ensuite qui vient derrière, se créer. Ouais, Par exemple, si on reprend l'archétype de l'amoureux, tu as l'opposé qui est l'enculé, par exemple, tu vois. donc, Ou le bâtard, ou le mec qui trompe. Donc en fait, il va refouler ce côté-là. Et donc c'est dans ce d'autant plus sens-là, ouais. puissant, tu vois. Dans le sens où chaque archétype que tu vas incarner, tu vas aussi incarner son ombre en même temps, si tu fais pas un travail dessus. Ouais, alors là, c'est là, on rentre déjà dans quelque chose qui est plus subtil et plus poussé, hein, je trouve. Parce qu'effectivement, tu as ces archétypes qui sont présents en toi en chaque jour. Tu as ce que tu veux présenter au monde, et du coup, bah, c'est la notion de persona dont tu parles déjà des fois. Ce masque social que tu portes, ce toi idéal que tu veux montrer aux autres, ça va, ça va aussi activer certaines ombres dont tu vas pas forcément avoir conscience. Exactement. Alors, c'est pas. Après, selon les modèles, les ombres vont diverger aussi, tu vois. Euh, Par exemple, si on reste sur l'amoureux, en ombre, je dirais pas forcément qu'on a eu quelqu'un de bâtard, c'est peut-être d'autres choses qui vont s'activer, peut-être plus en lien avec les blessures. Euh, dans le côté lumineux de l'amoureux, tu aurais la pureté, la fidélité, la sensualité. Et dans l'ombre, effectivement, tu peux avoir quelque chose plus de l'ordre de la perversité, voire même de Ça fait que du la coup, dépendance affective. ça fait que du coup, t'as pas 12 mais 24 archétypes. Oula, Vu que tu as c'est. une partie et tu as leur opposé derrière, Ouais, qui sont dans l'ombre. On pourrait le voir comme ça ou pas? ouais. euh,
Pour moi, l'ombre, c'est pas forcément. Il y a l'amoureux et puis il y a son opposé noir. Son opposé noir, il a plein de formes différentes en fait. Et selon la culture de chacun, euh, je pourrais dire que l'ombre de l'amoureux, elle va se manifester différemment, tu vois, en fonction de la personne. Parce que dans l'ombre, tu as aussi tous les traumas passés. Une personne, par exemple, qui s'est fait abuser dans son couple, Mhm. ben, ça va déclencher d'autres réactions, tu vois. Là, c'est la blessure qui va peut-être le pousser à aller tromper la personne. Et c'est pas forcément l'ombre de l'archétype qui s'active, tu vois. Ouais, je vois le truc. Parce que c'est vrai qu'on pourrait, vu que moi je parle beaucoup d'un point de vue polarité, c'est que pour moi, si tu as un point, tu as aussi son opposé. Ce qui fait que naturellement, tu vas, et dans un premier temps, développer l'énergie de l'archétype, le premier, et dans le deuxième, son opposé, tu vois. Ouais. Tu vas le nourrir Ouais, de sorte à être tout le temps dans ton toi idéal, ouais. quoi. Et c'est, tu vois, ce que disait Jung par rapport à ça, c'est que le, l'ombre, en fait, c'est l'ensemble de l'inconscient. Et vu que l'opposé de l'archétype, par conséquent, il est inconscient, ça fait que ça fait aussi partie de l'ombre sans réellement définir l'ombre comme ça. Ouais, Ou du moins réduire l'ombre à ça. Voilà. C'est plutôt ce mot que je cherche. ouais, c'est ça. Pour moi, l'ombre, c'est vraiment comme une tache noire. Et le noir, c'est pas sondable. Donc, il y a mille et une représentations Mm. qui. Et puis, tu vois, ta version de l'enculé sera pas ma version de l'enculé. C'est subtil et c'est propre à chacun en fonction de la culture, tout ça. Mais effectivement, ouais, chaque archétype a sa polarité inverse. Après, est-ce que tu n'as pas des archétypes universels comme ça, qui fait que chaque personne va avoir une représentation similaire, tu vois? Bah ouais, tous. Je cite par exemple la mère, le père, l'ombre, le côté obscur. Le côté obscur dans la force et dans tous les films, Mm. c'est une personnification de l'ombre. C'est ce que chacun juge de mauvais, et ça, on est plus ou moins tous d'accord. Dans l'inconscient collectif, on est d'accord pour dire ce qui est mauvais. Euh, L'amant. Après, moi, j'utilise 12 archétypes de Jung, où dedans, tu vas voir l'innocent. Alors, l'innocent, tu vas pas forcément voir quelqu'un derrière, mais c'est plus une énergie, comme l'enfant, l'innocence de l'enfance, par exemple. On arrive tous au monde avec cette énergie qui, en fait, dans les 12 archétypes de Jung, derrière, il y a des besoins qui se cachent. L'innocence, c'est le besoin de sécurité. Je vis un monde totalement dépendant de mes parents et du monde extérieur. Et, et je suis dans cet archétype-là parce qu'en fait, j'éprouve un grand besoin de sécurité. Tu vois. Après, tu as le sage, tu as l'explorateur, tu as le rebelle. Mais oui, si on dit de penser à un rebelle, on va tous avoir l'image de quelqu'un de rebelle. Moi, je pense à Rebelle dans celle le dessin animé de Pixar, il me semble. La Ah, j'ai pas rousse qui est vu. princesse. Moi, je pense Bah, à elle incarne vraiment Assassin's ça. Creed. Hein. Moi, je pense à Assassin's Creed. Celui-là avec l'épée, là, Ezio. Ouais, Ouais. Oui, dans ce côté se rebeller ouais. contre l'État, ouais. Ouais, ouais, carrément. Bah, c'est ça qui est intéressant, c'est que du coup, on a deux cultures différentes. Et la personne qu'on va mettre dans cette énergie de rebelle, elle va être animée de la même énergie. Mais elle prendra des traits différents. Et Hmm. c'est là où c'est intéressant. Parce que dans le rebelle de Pixar, ils ont vraiment construit son personnage vraiment sur ce profil, tu vois, qu'on pourrait reprendre. Ce qui est intéressant, c'est que l'archétype du rebelle, et je sais que tu parles aussi de PCM, d'un process de communication, il y a beaucoup de traits qui sont similaires. Dans Ezio, dans Assassin's Creed, tu as le côté rebelle, mais il y a aussi à la fois un très grand penchant pour l'héroïsme. Et le héros en tant que tel, c'est un archétype aussi. Je dirais même qu'il est héros avant d'être rebelle. Ouais. Comme beaucoup de jeux vidéo dans le fond. C'est toujours le héros avec une, comme avec une couleur, tu vois. Et c'est en ça où je trouve, moi j'aime bien parler d'archétypes principaux et Ouais. d'archétypes secondaires. Là, c'est ce que j'allais te poser comme question. Donc, c'était, est-ce que par rapport à la personnalité teintée qu'on a, on a des archétypes principaux, mais du coup, ouais. Par rapport à?
à la personnalité, entre guillemets, qu'on a, elle est teintée d'un archétype principal. Ouais, bah de un ou de plusieurs, tu vois. Bah, sur ma chaîne, là, j'ai mis une vidéo où ça y est, j'ai mon application pour que chacun puisse faire son test sur les archétypes. Et en fait, moi, j'ai toujours deux principaux. C'est quoi C'est, l'appli? ça s'appelle, tu mets Adoka, Adoka sur Internet, et tu vas tomber dessus. Tu fais juste tu crées ton compte, et après l'application, elle est gratuite. Elle est en bêta testing encore jusqu'au mois de septembre, et, et tu pourras voir tes profils dominants. Tu vois. Et c'est tu peux les trouver sur, comment ça s'appelle, sur l'App Store, sur Android Alors Store et pas tout? sur l'App Store, non, c'est une application sur Internet. Ah, ok, C'est ouais, un, je vois. c'est un site. Et alors à la base, c'est pour l'orientation. Moi, je viens de l'orientation, donc c'est pour aider les jeunes et les adultes à trouver des métiers qui vont être alignés à leurs archétypes. Et bah, ça peut donner déjà une bonne idée de tes archétypes dominants. Et puis t'apercevoir en fait que tu as un peu de tout en toi. Et c'est vraiment ça qui est super intéressant. Parce que souvent, ce que je m'aperçois, c'est quand tu fais les tests de personnalité, tu, tu pourrais avoir tendance à te mettre dans une case, à te définir par un profil et pas un autre, alors que tu as un petit peu de tout. Et dans les 12 archétypes de Jung, tu as, si on prend les 12, qui reposent sur 12 besoins profonds, tu as au centre du modèle le soi. Et c'est vers ça que voulait nous faire cheminer Carl Gustav Jung. Et le soi, c'est un peu ton unicité. C'est un peu, j'aime bien reprendre, plagier Jim Carrey qui avait dit ça une fois. Il avait dit, quelle est cette poussière sur laquelle tu as construit la perle? Et la perle, c'est ton identité. Et donc le Hmm. soi, c'est cette poussière, cette unicité, avant que tu rajoutes un ensemble d'archétypes. Et ce qui est beau, c'est que du coup, on s'aperçoit que dans le fond, on abrite tous la même poussière. Donc, travailler sur ces archétypes et les comprendre, c'est ça. Moi, je me bats pour que ça rentre dans les établissements scolaires, ça, parce que tu t'aperçois que l'autre est vraiment pas différent de toi dans le fond. Tout le monde cherche la même chose. À mon sens, c'est la connexion à ce soi profond, mais à sa sauce. Et dans sa façon de chercher, ben, il va activer tel ou tel archétype parce qu'il a tel ou tel besoin. Et quand tu es connecté à cette essence, à ce soi profond, tu es conscient juste des jeux que tu joues, des archétypes qui t'animent au quotidien, mais tu t'enfermes pas en te disant tiens, moi je suis dans le sage, donc je fonctionne comme ceci, comme cela. Ouais, Avec cette personne, ça peut pas matcher parce que. Moi, ce que je reproche des fois, tu fais des. Moi j'avais fait ça avec ma copine au tout début. On avait fait le test du MBTI et putain, on n'est pas du tout compatible en fait. Je fais, mais à un moment en fait, ça veut plus rien dire en non, mais fait. non, non, mais c'est Parce que quand sûr. tu as avancé là-dedans, tu sais que, ok, il y a des incompatibilités, parce que c'est pas la même façon de fonctionner. Mais en fait, c'est ce qui nous donne l'impression d'être incompatible qui peut nous rendre super compatibles. Parce qu'on est conscient des différences, et en Ouais. fait, les différences viennent nourrir ce que moi j'ai Ça pas crée de nourri la chez moi. complémentarité. C'est exactement ça. Ouais. Et ça te permet d'explorer des zones dans lesquelles toi, tu n'aurais pas exploré en temps normal. C'est pour ça que, tu vois, j'ai eu beaucoup de personnes qui me disaient, ouais, mais on est en couple, mais on n'est pas pareil. Je dis, mais justement, c'est ça la beauté. Et si tu es pareil, en fait, t'as pas un point de vue évolution perso, tu restes dans ta zone de confort, tu vois. Tu vas pas chercher un autre type de personnalité, tu vas pas chercher d'autres archétypes, des choses comme ça, tu vois. La plupart des gens qui sont autour de moi, c'est l'opposé de moi. J'ai une personne qui fait du théâtre, tu vois, un de mes meilleurs amis, dédicace à toi si tu regardes ça, il fait du théâtre. Moi, mec, je suis très loin de faire du théâtre, tu vois, il est super théâtral. Moi, je suis dans mon coin, laisse-moi tranquille, tu Ouais, je vois. suis sûr que tu es bon Lui, il est là, il sur parle. scène, hein, pourtant. Hein? Je suis sûr que tu te débrouilles bien sur scène, pourtant. Je pense que je pourrais, ouais. Mais justement parce que j'ai bien connecté avec lui et que je suis allé chercher son énergie et que je l'ai pris pour moi pour me la mettre à des moments où ça me sert. Mais le moi, il dit il y a 2 ans, qui dit il y a 3 ans, c'est mort, tu vois. C'est fini. C'est pas du tout ça. Et justement, là où je vois que j'ai une défaillance, je vais
chercher cette énergie avec un proche ou une personne, ou nouer une amitié, pour moins m'imprégner en fait de l'archétype dans lequel il est, en majorité. Et du Ouais, coup, ça vient recréer l'équilibre. Tu vois, c'est comme si tu es introverti, bah, va vers des extravertis pour justement venir toi en toi créer l'équilibre. Ça ne veut pas dire que tu vas tout le temps être extraverti, ça veut dire qu'à des moments, en fait, tu vas osciller entre les deux. Parce que c'est ça le but final, tu vois, c'est l'équilibre entre deux pôles. ouais, C'est ça qui crée de l'unité. ouais, c'est carrément ça. C'est histoire d'équilibre. Bah d'ailleurs, quand tu parles ok, lui il est extra, faut aller vers. Je sais que j'avais ça à mes débuts, mais j'avais pas compris le délire avec l'ombre, etc. C'était quand j'étais au lycée. J'aimais pas les gens qui parlaient beaucoup, qui racontaient leur life et qui avaient des facilités à parler. Mais parce que moi j'étais un introverti. Et dans Non, le mais fond, ça, c'est j'ai tous les toujours voulu. introvertis. Bah ouais, mais pareil. Et les extravertis, du coup, c'est putain, mais il parle pas, il est chiant, lui. Alors que, en fait, dans le fond, c'est quand moi je vais accéder à cette capacité à rester en moi et me mettre en retrait et observer, je vais sans doute y prendre beaucoup de plaisir si je suis extraverti. Et à l'inverse, euh, moi j'aime pas cette personne-là parce qu'elle elle parle beaucoup, elle raconte sa vie, mais dans le fond, moi aussi je rêve de pouvoir faire ça. C'est juste que vu que je me sens étouffé quand elle parle, ben, j'ai pas envie de reproduire ça avec les autres et du coup, ben je ne le fais pas alors que j'en meurs d'envie dans le fond. Et c'est là où bah, du coup, tu fais un lien avec les archétypes et puis l'ombre. Et là, on Et est ça typiquement met. dans les projections, là. Ouais, On est vraiment dans ce qu'on refoule en soi pour et qu'on vient projeter sur l'autre, parce que l'autre, c'est juste comme au ciné, tu vois, c'est une toile de cinéma. Nous, on vient projeter notre propre film sur lui, qui est de nos refoulements, de nos frustrations, de nos colères intérieures. Et puis on va se dire, ouais, mais lui, c'est un enfoiré, là, il est là, il parle tout le temps. Parce que toi, tu ne veux pas parler aussi, qui fait que c'est ça que je trouve tu ne intéressant. veux pas ou tu n'arrives pas parce que tu as essayé un moment et peut-être que on t'a fait te taire tout de suite et puis t'as ancré cette blessure comme reste à ta place. Et en fait, t'en es même pas conscient. Et il y a aussi, malgré ça, le fameux reste à ta place, la société qui vient mettre un gros point dessus, tu vois. Et puis surtout en France, où tu fais un truc un peu en dehors du cadre, on vient direct défoncer, tu vois. Mais c'est vrai que en partie, là, c'est dans ce que Jung appelle l'inconscient collectif qui vient créer aussi une pression inconsciente sur nous. Même au niveau des archétypes, tu as une pression inconsciente qui s'exerce, tu vois. Si on prend l'archétype du guerrier, tu as le mec avec une hache qui va faire gicler du sang, qui bute des mecs, tu vois. Et forcément, on va se dire, ouais, c'est un viril, c'est un mec comme ça, il voit plein de femmes, des trucs comme ça. Alors que si tu regardes le mythe de 300, techniquement, les mecs, ils étaient tous gays. Mais tu peux pas parce que ça vient briser Ouais, l'archétype du guerrier en lui-même. Il ouais. est là, il fait, il combat, il nique plein de meufs en même temps et tout, tu vois. Et si on dit, ouais, non, il était homo, ah, mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. Bah, c'est un peu la pression que peut avoir homme et femme. Euh, Ouais. Il y a une façon d'être homme et une façon d'être femme qui met tant de gens mal à l'aise actuellement parce que les femmes deviennent un peu plus yang, les hommes deviennent un peu plus yin. Du coup, j'ai l'impression de perdre ma masculinité. Et du coup, je suis en quête de mon masculin. Moi aussi, je tombais là-dedans, hein. Et j'ai cru que je devais chercher mon yang jusqu'à ce que je réalise que, putain, bah, en fait, j'ai toujours été là, en fait. Ouais. Et, pas besoin de faire des stages. Et Et c'est ça, ça vient c'est. me le renforcer et m'y connecter, mais. Et le fait de venir chercher son yin, ou plutôt le fait de vouloir chercher son yang, c'est être dans le yin en plus. Parce que le yang, lui, il est dans la mise en action, il s'en fout en fait. Il est dans le mouvement. Le mouvement, c'est le yang. Alors que le yin, lui, il est dans la réflexion, il est dans la tête. Et au plus tu vas réfléchir comment je peux être yang, au moins tu l'es, au plus tu prends de la distance en fait vis-à-vis de ça. Et le truc, c'est qu'à un moment, il Exactement. faut arrêter de se poser des questions et franchir le pas, tu vois. Parce qu'au plus tu vas franchir le pas, au plus tu vas être dans cette euh, capacité de mettre en action. Et quand tu mets en action, tu es dans le mouvement et dans le mouvement, tu es dans le yang. Mais après, il y a aussi le fait de ne pas trop être dans le yang parce que tu finis par te déconnecter, tu sais plus pourquoi tu fais les choses. Donc tu finis par forcer plus que ce que tu dois forcer. Et donc tu es là, tu dis putain, mais je force, je travaille comme un ouf, mais j'ai pas de résultat. C'est parce que tu t'es déconnecté à un moment du yin. C'est
vraiment cet équilibre entre les deux polarités, un coup de l'être, un coup de pas l'être, etc., dans cette danse en fait constante, tu vois, entre y aller, pas y aller, mais de s'écouter. Et ça, j'ai pu remarquer sur le cours d'une année et sur les 3 dernières années, c'est que tu vas avoir des cycles sur 12 mois de yin et de yang. Généralement, vers début mars, début février, vers mai, ça va beaucoup être dans le yin, dans l'énergie yin, Le dans printemps. l'énergie vraiment de réflexion. Ouais, même un peu en commençant l'hiver, si tu veux. Vraiment début février jusqu'à mars, peut-être avril-mai plutôt, qui ensuite va venir s'enclencher avec l'énergie de l'été, donc qui est une énergie soleil. Le soleil, c'est Liang. Donc il va venir ramener beaucoup plus d'action, beaucoup plus de mouvement. Et puis après, D'énergie. ouais. Et après aussi, plus tu vas te rapprocher de l'hiver, plus tu vas être dans le yin. Parce qu'on va avoir plus souvent la lune que le soleil. Et donc la lune, c'est l'énergie de retrait. Et après, entre ces deux pôles-là, tu vas avoir yin et yang mélangés généralement. Parce que tu vas, par rapport aux saisons, tu vas avoir le même temps de soleil que le même temps de lune, ce qui fait que tu vas venir rééquilibrer en fait ces deux actions. Mais justement, c'est pas de venir culpabiliser parce que souvent on peut culpabiliser de ne pas avancer assez. Mais dès lors qu'on culpabilise, on on n'est plus dans cette action en fait réflexive, dans cette action de réflexion. Ce qui fait qu'on va déclencher l'effet inverse de ce qu'on doit déclencher. Et donc, on va se questionner sur des problématiques qu'on a actuellement au lieu de faire un travail d'un niveau supplémentaire. Tu vois, c'est comme si tu sais pourquoi tu as ça, mais tu dis, mais pourquoi j'ai ça, je comprends pas. Alors que si tu dis, oh, mais c'est normal, c'est la saison et tout, boum, tu vas passer au niveau suivant et tu vas dire, ok, là j'ai ça, je vais travailler là-dessus, etc. Et quand tu vas revenir dans le yang, tu vas ramener beaucoup plus de connexion que tu as eu avec toi et toute l'expérience de, euh, de d'aller chercher l'information, là tu le ramènes dans la matière beaucoup plus facilement. Ouais, c'est une danse. Ouais. Ce sera super intéressant en même temps de faire le parallèle avec les saisons. Ça permet de comprendre, que ce soit entrepreneur ou pas, qu'il y a des rythmes. Ah mais ça, je pense, c'est t'es direct connecté dedans. T'es direct connecté avec les saisons. Et surtout avec la lune et le soleil. Qu'en fait, on fait partie de la nature. C'est pas un soleil, c'est pas juste un truc qui chauffe et qui éclaire. Ça, faut y arrêter, tu vois. Ça, c'est l'esprit un peu cartésien que les scientifiques essayent de nous mettre. Mais derrière ça, il y a une énergie. Et c'est Jung qui disait, en fait, on a perdu cette notion de spiritualité. Quand on va dans une grotte, il n'y a plus l'énergie qui est à l'intérieur. Quand on va dans une forêt, tu n'as plus une énergie. Tu n'es plus là en mode, oh, il y a des fées, il y a des trucs comme ça. Quand tu as le tonnerre, c'est plus des dieux qui sont derrière, mais c'est quelque chose de logique et rationnel. Et en fait, dans cette maladie de tout vouloir rationaliser, on finit par se couper en fait de la nature. Et ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est seul dans l'univers, alors qu'en réalité, on est réellement beaucoup plus connecté, tu vois. Ouais, ouais, c'est super intéressant. Je suis en train j'entends plein sur les archétypes autour de moi là, en pleine écriture, et c'est vraiment le constat que beaucoup font, c'est que à force de rationalité, tu démystifies le rapport à l'environnement, et donc de facto, tu t'y coupes. Et aujourd'hui, avec les enjeux environnementaux, etc., en fait, tu captes que, en vrai, la réponse à plein de choses, elle est juste dans le fait d'avoir l'ABCD des archétypes et de recréer un lien qui va être mythique, voire mystique avec la nature, lui redonner la vie et à la fois son mystère. Tu vois, et Joseph Campbell disait ça, c'était vraiment, ça fait partie d'une des fonctions de la mythologie, le fait de nous créer, nous connecter avec la nature. Et si on regarde le monde aujourd'hui, je vois, hein, la plupart des personnes qui sont en burn-out, qui sont en reconversion ou qui sont dans un mal-être, c'est une déconnexion au mythe. Et quand tu regardes on a parlé un peu en off de la politique. Si aujourd'hui c'est un peu tellement le bazar, c'est parce qu'en vrai il y a pas de mythe fédérateur. Et le mythe, c'est pas juste je vois des faits, je vois et je donne vie à un arbre. C'est je me connecte à quelque chose de transcendant. Et puis comme ça, en fait, il y a vraiment cette volonté dans le mythe d'inscrire le psychisme de chacun
dans une histoire collective. Aujourd'hui, si on regarde le monde, c'est essentiellement l'enjeu du XXIe siècle, d'arriver à faire émerger un mythe collectif qui va tous nous inscrire, au moins dans une direction commune, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Et c'est pour ça que c'est le bordel. Mais c'est intéressant parce que Joseph Campbell disait ça et on était début des années 1900. Tu vois. Ouais, En fait, c'est la fin de l'Église-État, de ce que ouais. j'observe, qui a démystifié la nature. Et si tu regardes, c'est à partir de ce moment-là Début où de l'ère industrialisation. d'industrialisation. Ouais, Ouais. ouais, Mais c'est pas juste les usines aussi qu'on a industrialisées, c'est les humains. ouais. Et putain, attends, il y avait un truc qui m'était venu là par rapport à ça. C'est ouais, c'est ça, je suis en train de, enfin, je l'ai beaucoup développé dans mon livre que je suis en train d'écrire. Mais c'est vrai que tu vois les personnes qui sont dans les blessures, tu vois les personnes qui, comme tu disais, burn-out et perdu, etc. En fait, c'est ceux qui sont déconnectés spirituellement d'eux-mêmes Ouais. et spirituellement de tout ce que tu disais. Parce qu'au plus tu vas te reconnecter spirituellement, au moins tu seras perdu. Parce que tu arriveras à t'ouvrir en fait. Sauf que en étant dans ces blessures, en s'identifiant à tout ça, tu vas venir te fermer. Et quand tu te fermes, bah, tu peux pas recevoir quelque chose. C'est impossible. Parce que, en plus, quand tu te fermes de façon hermétique. Donc, en fait, même si on force, il n'y a rien qui va rentrer. C'est un peu comme la métaphore de l'œuf, où si tu mets une pression extérieure sur l'œuf, bah, c'est la mort, mais s'il y a une pression intérieure, c'est la vie. En fait, c'est exactement la même chose. C'est que pour moi, la perte de sens dans notre société, et ce qui fait que on est de plus en plus, si tu vois globalement, c'est une société en décadence complète, c'est parce que justement, ils sont tous déconnectés. Parce que tout le monde a des problèmes, tout le monde a des. Enfin, tu vois, ils ont tous des traumas, des blessures, des trucs comme ça, mais parce que ils vont beaucoup plus chercher des solutions Ouais. extérieures que aller en eux. Et dès lors que tu fais ça, c'est fini en fait. T'es mort dans le game. Ouais, c'est carrément ça. Qu'on va attendre le nouveau messie politique qui va venir nous sauver, puis après on va réaliser que ce sera encore et toujours la merde parce que la solution, elle part de l'intérieur, elle part du bas, Ouais, elle part de nous. Mais c'est intéressant parce que tu t'as dit le mot décadence. Euh, et c'est ce qu'on pourrait avoir l'impression, mais derrière, il y a quand même un rapport plus spiritualisé qui émerge, avec bah, forcément ses dérives aussi, mais son côté plus subtil, qui est fédérateur, qui est vecteur de sens. Et ouais, je trouve qu'il y a deux marches en fait, ouais, peut-être deux marches qui sont en train de s'avancer en même temps. D'un côté, la décadence où je perds le rapport avec le mythe, avec moi-même, où je cherche à l'extérieur pour venir nourrir et camoufler ma détresse à l'intérieur, le fait de ne pas savoir qui je suis, le fait d'être complètement déconnecté de mes archétypes, de mes besoins profonds, et d'être dans une machine où c'est la société qui projette sur moi des besoins pour me faire consommer, faire tourner la machine, mais du coup sans être connecté à, dans le fond, pourquoi je fais les choses. Donc d'un côté, il y a cette marche qui vide l'intérieur pour te faire consommer l'extérieur, puis de l'autre côté, il y a quand même tout un courant où on met davantage de focus sur la conscience, sur, sur l'être. Puis même la société transitionne quand même de l'être du faire à l'être, avec un paquet d'autres enjeux. Parce que moi, je vois ça notamment dans le système éducatif. Où, pourquoi les gens sont aussi mal, ou que ce soit autant les enseignants que les jeunes, parce que tu es dans une dimension faire, 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 faire. Alors ce que tout le monde veut, mais sans forcément le savoir, et c'est là où c'est subtil. Ce que tout le monde veut et ce que tout le monde a besoin, c'est juste de faire un petit focus sur l'être davantage pour mettre du sens dans ce qu'on fait. Donc la bascule, je trouve, elle est en train de s'opérer, mais vu que c'est subtil, c'est quand même important parce que mythe-capitalisme, on est dans le faire et on n'est pas dans l'être. C'est pas forcément en adéquation avec le mythe d'aujourd'hui, mais ça va le faire évoluer et puis à voir où ça peut le mener. C'est là où c'est intéressant. ouais, complètement. Et en fait, aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens connectés spirituellement parce que, en fait, c'est systémique. C'est comme, je crois qu'il est en train de regarder les lives là, un pote. Il me dit, dans tous les cas, notre
société, elle est pourrie. Donc moi, je préfère qu'elle se casse encore plus la gueule. Donc je vais voter RN. Comme ça, on reviendra directement à un système homéostasique. Ce qui veut dire, en fait, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer, c'est que au vu de la grande courbe descendante dans laquelle on a été pendant ces dernières années, là on arrive en fait au point de rupture, tu vois, où on tape le fond. En fait, l'avantage de ça quand on tape le fond, c'est qu'on peut que remonter. Et donc c'est ce qui fait que de plus en plus aujourd'hui, des gens s'ouvrent en fait à ça. Et ils s'ouvrent parce que on arrive au fond et du coup en fait un système est toujours homéostasique à un moment donné. Et par rapport à ce que tu disais aussi par rapport au faire et à l'être, en réalité le faire c'est tout ce qui est la, 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 la construction, la création si tu veux. C'est par l'action qu'on crée. Mais en te coupant de l'être, tu te coupes de toi, tu te coupes de ta spiritualité, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, comme tu le disais, on est dans une société de fer, parce que on est coupé spirituellement. Sauf que aujourd'hui, je vois beaucoup trop de gens faire l'effet inverse. En fait, ils vont aller beaucoup trop dans l'être et à se couper du fer. Et ils vont s'inventer des problèmes. Et ça me fait trop rire parce qu'à chaque fois que je le vois, je dis, mais en fait, tu vois, il y avait. C'est surtout ça, je le vois chez les entrepreneurs, et je l'ai vécu aussi, c'est pour ça que je le dis. Je me fous en même temps de ma gueule. C'est que on va souvent dire, ouais, mais putain, mais j'ai un problème avec la relation à l'argent, regarde, là, j'ai rien sur mon compte ou des trucs comme ça. En fait, non, c'est juste que par rapport à tes actions que tu mets en place, il n'y a rien. Donc, si tu mets pas d'action en place, tu peux pas avoir plus de thunes, tu vois. Donc, c'est bien de faire ce travail sur soi, etc. Et arriver à un moment, s'inventer des problèmes qui n'existent pas ne règle pas plus de problèmes. Au contraire. Contraire. C'est pour ça que arriver dans l'être, ok, quand tu dis t'as pas les résultats que tu veux, ok, si j'ai pas les résultats, c'est quoi les actions que je n'ai pas mises en place? Ouais, je veux dire, c'est une question d'alignement. Dans l'être, c'est la vraie question, c'est qui je suis et qu'est-ce que j'incarne. Et dans les résultats, c'est peut-être juste que c'est Joe Dispenza qui parle de l'écart entre ta personnalité et ce que tu es vraiment. C'est un peu l'écart entre, si on va sur concept Jung, entre le masque que tu portes et ce que tu es vraiment. Ok, je prétends être ça, mais en fait, au niveau des actions, à quel point j'en suis éloigné. Et Hmm. tu vois, c'est même au-delà de les actions, elles sont pas forcément faites, parce que tu as des gens, ils font plein d'actions, ils font plein de choses, mais ça marche pas. Parce que justement, en fait, les actions, elles sont pas en adéquation avec ce que je prétends être. Et c'est là où moi, je vais utiliser des archétypes pour simplement conscientiser que, ok, en fait, ça ne marche pas, parce que mes archétypes qui sont liés à mon inconscient, à mon subconscient, je les incarne pas dans mes actions. Ah, mais oui, Et si t'es pas aligné sur ce plan-là, il se passe ce qui se passe, il se passe pas grand-chose. il se passe rien. Ça, c'est réel. Et quand, en fait, c'est que tu joues un rôle qui n'est pas le tien, en fait. Et de ce fait-là, tu peux pas avoir les résultats escomptés. Parce que c'est pas ton rôle, c'est pas à toi de le jouer. Mm. Et comment toi, tu intégrerais ou tu verrais l'ombre dans ces archétypes-là? Euh, Comment j'intégrerai l'ombre à ce que je suis, Ouais. à ce que j'incarne? Je Comment dirais qu'il y a... tu viens imbriquer, si tu veux, les archétypes et l'ombre? Mm. Ou est-ce que tu vois les choses complètement séparées, ou est-ce que tu sens que c'est un système qui Pour s'embrique? moi, c'est complémentaire. C'est complémentaire, mais c'est pas la même chose. Chaque archétype va être propice à développer un terrain avec certaines ombres, mais le travail de l'ombre, n'est pas forcément en lien avec les archétypes que tu incarnes à l'instant, tu vois. Parce qu'il y a des traumas, des blessures, il y a toute l'histoire qu'on se raconte dans l'ombre. Alors que dans les archétypes, on est vraiment plus dans le présent. C'est quoi l'histoire que je me raconte dans le présent? Alors que l'ombre, à mon sens, elle est aussi polluée du passé, tu vois. L'archétype me dit beaucoup où je vais, où j'ai envie d'aller et comment j'ai envie d'aller. Alors que dans l'ombre, va y avoir un pourquoi je fais les choses de cette façon. À
mon sens. Et donc, dans la façon dont je les imbriquerai, c'est ok, par exemple, tu vois, moi, pendant un moment, j'ai refoulé mon archétype de l'innocent, qui est quand même assez développé chez moi. D'ailleurs, un de mes tests et je m'étais aperçu que c'était le dominant. Et j'étais tellement en mode, oh putain, non, c'est pas possible. Pas lui, parce que c'est pas du tout celui-là qui nous aide quand on est dans l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai refoulé cet archétype à mes débuts, sauf que c'est l'archétype de la sécurité. Mais en refoulant ça, c'est comme si je malmenais mon besoin de me sentir en sécurité. Tu vois? Et en fait, du coup, je n'ai pas respecté un besoin profond. Parce que je l'ai refoulé, je l'ai mis dans mon ombre en mode genre non, moi je suis magicien, je suis sage, je suis là pour transformer. Alors que dans l'innocent, quelque chose de pur, en refoulant ça, ben au final, ça, ouais, ça m'a freiné à mon début, tu vois. Donc c'est juste être conscient de ce que je refoule, parce que je trouve que c'est pas adapté à ce que je veux être. Et puis après, c'est conscientiser les ombres de mes archétypes, tu vois. Par exemple, le sage, c'est mon dominant. Sage et magicien juste derrière. Mais dans euh, le sage dans sa lumière, tu as la connaissance, la sagesse, et dans l'ombre, il y a l'ermitage. Et moi, fut une période quand j'ai activé mes archétypes et que je suis rentré là-dedans et que j'ai vraiment voulu aller vers ma réalisation, je suis rentré à fond dans le sage. Et j'ai perdu la majorité de mes relations parce que je suis devenu un ermite en fait. J'ai tissé du lien avec la connaissance, les livres, je passais mon temps à lire, à écrire. Tu vois, en 2 ans, j'ai fait 5 bouquins et en fait, je faisais que ça. Sauf que ben, c'est pas équilibré. C'est bien sur une période de rentrer dedans, ça permet d'aller plus vite et de faire ce que tu as envie de faire plus rapidement. Mais encore une fois, on en revient à. C'est comme le yin et le yang, c'est une question d'équilibre. Si tu vas trop dans un, tu sais, les schizophrènes, en fait, ils sont rentrés à fond dans un archétype et ça développe un trait maladif. Alors peut-être qu'on pourrait après dire que à notre époque, est-ce qu'on n'est pas tous un peu schizo? Mais c'est juste ça, je dirais vraiment être conscient des archétypes, entre guillemets, des jeux psychologiques que je joue et, et du versant un peu obscur de ces derniers. Ok, vas-y, bah peut-être que je vais jouer l'ermite simplement le matin, simplement le soir, mais derrière, je vais aussi me permettre d'avoir une vie sociale parce qu'au bout d'un moment, ça va me manquer. Et effectivement, du coup, moi, c'est quelque chose qui m'a manqué au bout d'un moment. Après à être passé 2, 3 ans dans le sage, ben, et puis dans cette ombre de l'ermitage, tu te sens quand même un peu seul. Ouais, ouais, mais complètement. Je suis passé aussi par, par ce passage-là et arrive à un moment, tu dis, c'est bon, ça me saoule en fait. Tu prends trop sur toi, enfin, tu te coupes trop de trucs et ça peut pas fonctionner sur le long terme. Ouais, Et ouais, c'est ça. Du coup, si je comprends bien, par exemple, ta vision, c'est toi, l'ombre, tu vois le passé et le présent, et les archétypes, c'est le présent et le futur. ouais, bien que dans ton ombre, tu pourrais aussi l'approcher dans le futur. C'est par exemple, tu vois, euh, je crois que c'est dans le livre Apprivoiser mon ombre, où il explique très bien ça. Euh, Tu vois, dans mon ombre, il y a toutes ces choses que j'accepte pas chez moi, que je refoule et que du coup que je projette chez les autres. Et en fait, à me battre contre ce que je refoule chez moi, ben, je C'est pas la recrée même chose. exactement ce contre quoi je me bats. C'est exactement ce qui se passe au niveau de la politique, tu vois. Et c'est comme ça qu'on crée des révolutions. Révolution dans le sens où ça finit toujours par revenir au même point. Ça Et revient c'est toujours au même toujours la point. même chose. Tu regardes la Terre, elle fait une révolution chaque année. Les révolutions, c'est en fait toujours revenir au même point. Toujours au même point. Mais comme avec les archétypes, ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, t'en as 12 primordiaux. Et en fait, ça fait un cercle. Tu, Ouais. tu, tu arrives au monde avec l'innocent et en fait, tout ce que tu cherches dans ta vie, c'est retourner dans cet état de sécurité, d'amour inconditionnel que tu as pu avoir dans le ventre de ta mère. Et puis, tu fais une révolution. Et puis après, tu vas atteindre cet état, peut-être que, je sais pas, j'ai atteint, waouh, cette plénitude dans mon travail, ou j'ai atteint cette plénitude quand je suis devenu papa, ou quand il s'est passé ceci, ou quand il s'est passé cela. Et puis après, ben, la vie fait que
je refais une révolution. C'est de ces 12 archétypes, j'avais fait un parallèle avec tu sais, la thérapie des alcooliques anonymes. Thérapie des alcooliques anonymes, il y a 12 étapes dedans. En fait, chaque étape correspond à un archétype. Donc, une personne qui va replonger, par exemple, ben, il faudra qu'elle repasse par les 12 archétypes. Elle refera une révolution pour se sevrer, pour se guérir. C'est là où c'est stylé. Ouais, c'est stylé, ouais. Parce que tu C'est là que tu vois que as c'est une voie de développement personnel. un truc de baiser. Tout est Là, là. c'est ouf. Du, du coup, ça fait que quand tu vas rentrer à fond dans un archétype, ou quand tu vas rentrer dans un archétype, est-ce que tu es conscient quand même que tu refoules l'opposé ou pas? Bah, moi, quand je l'utilise et quand j'utilise avec des gens, je leur explique comment ça fonctionne. Tu vois. Et les archétypes, en fait, dans la façon dont je les utilise, tu as d'un côté les archétypes en tant que tels. Après, tu vois le niveau logique de Dilt. Je sais pas si tu en as parlé déjà, mais grosso modo, tu as ta structure identitaire après. Et chaque archétype a la sienne. Et c'est le combo et le mélange de tous ces archétypes qui s'expriment beaucoup ou pas beaucoup, qui vont définir toi ta structure identitaire. Et tout ça, tu rajoutes en plus les travaux de Carl Jung, à savoir que du coup, ben, chaque archétype, c'est autant un persona qui te prouve, qui t'éloigne du soi que tu joues. C'est à la fois un jeu de ton ego qui est là pour protéger l'intérieur, ce que tu prétends être, ce que tu caches, ce que tu ne veux pas qu'on voie de toi, et montrer juste la meilleure version de toi, entre guillemets. Tout ça, en fait, c'est un briquet, tu vois. C'est un briquet. Et donc, rentrer dans un archétype, c'est être conscient que si je comprends vraiment le modèle et que je suis pleinement conscient, encore une fois, c'est ça le problème, c'est que Tu le fais 95% en de ce qu'on fait, conscience. c'est inconscient. Donc, je mets en conscience les jeux psychologiques qui m'animent et je sais pleinement pourquoi je fais ça. Ça m'est arrivé des fois de me prendre la tête avec des personnes et après coup, ok, j'ai mal réagi, c'est tel archétype qui s'est exprimé. Donc, une fois que tu as en conscience ça, ben, tes conflits déjà sont tous plus doux parce que tu es tout le temps en train de, ok, je ressens ça, là, je sais que c'est lui qui est en train de s'activer. J'ai une réaction archétypale de défense, tu vois. Donc, je suis juste pleinement conscient de ce que je joue. Là, par exemple, tu vois, je voulais m'éloigner du sage. Et en fait, je suis rentré en plein dedans pour finir le bouquin que je veux faire. Mais je suis pleinement conscient de mon choix là, de devenir un ermite le temps d'une période pour rapidement pondre ce que j'ai besoin de pondre. Tu vois. Et de l'autre côté, je prends aussi conscience que je vais avoir besoin d'aller chercher d'autres parties de moi pour me sentir bien. Tu vois. Parce que là, je fais un travail intellectuel. Je sais que si je fais que de l'intellect, je vais refouler mon corps, je vais pas forcément en prendre soin parce que je reste longtemps sur la chaise. Et au bout d'un moment, en fait, ça me nique le dos et, et ça va juste pas. Donc c'est créer quelque chose d'harmonieux. Tu vois, on en arrive à ça en fait, c'est quelque chose d'harmonieux. Je rentre à fond dans le sage, mais je ne me prive pas des autres parties de moi. Je vais nourrir les autres parties de moi. Ouais, c'est la question que j'allais poser, c'est est-ce que tu es obligé d'y rentrer dans une longue période ou est-ce que dans une journée tu peux pas switcher entre plusieurs? Bah, tu passes un peu partout, hein. Tu passes un peu partout. Et après, tu as des archétypes qui vont être dominants. Par exemple, moi, ça fait depuis 2015 qu'ils n'ont pas bougé, mes archétypes dominants. Mais les autres s'expriment avec plus ou moins d'intensité et puis ça donne la couleur à ma vie depuis, tu vois. Euh, ouais. C'est ouf de voir la structure en fait qui se dessine quand tu as Ouais. tout ça. C'est Bah, je crois que c'est toi qui avais dit une fois dans un programme, tu nous dis que l'être humain c'est une machine. Et en vrai, c'est vraiment ça. Et les archétypes, c'est des programmes. C'est des ouais, programmes. clairement. Et c'est pour ça L'humain, il n'y que, a rien de plus algorithmique qu'un humain. ouais. Et c'est pour ça que tu peux te mettre sous état hypnotique, on peut aller activer différentes parties de toi, tu vois. On peut même regarder, ce que j'avais adoré faire, c'est, tu regardes ça, là, on est en période de politique, c'est super intéressant ce qui est en train de se passer. Ah, Parce que du je coup, me en fait, régale. chaque courant
véhiculent des archétypes sur la population. Tu regardes par exemple ceux qui mettent en avant le fait que le monde se soit insécurisé, euh, on met l'accent sur la sécurité. Si je te fais croire que dehors c'est pas safe, je projette sur toi l'archétype de l'innocent. Tu as besoin de te sentir en sécurité. Dans l'innocent, bah, ce qui est intéressant, c'est que dans son nombre, il y a beaucoup de pureté, mais aussi il y a beaucoup de naïveté. Et quand on regarde aujourd'hui, bah, les personnes qui vont voter, 90% des gens ne lisent pas les programmes, tu vois. Donc, il y a beaucoup de pureté, mais il y a aussi beaucoup de naïveté, et c'est facile de te manipuler. Tu vois, ça, c'est, je pourrais dire le côté lumineux, bien que la naïveté, personne n'aime être naïf, mais c'est pur de l'être quand même. Et dans le côté négatif, bah, l'innocent il est grave influençable et grave manipulable. Et surtout, il va chercher quelqu'un qui va t'apporter la sécurité, justement. Et c'est là où, du coup, un parti peut créer un mythe en te faisant croire, en te donnant la perception que va faire mieux qu'un autre et rendre la chose plus safe. Mais plus safe, du coup, ben, si tu es dans la quête de la sécurité, tu vas aussi tolérer davantage euh, l'ombre de l'archétype du meneur que tous les politiques ont, et son ombre, c'est le dictateur. Tu vas tolérer davantage un État plus strict et plus sévère. Exactement comme, tu te rappelles le Covid, je trouve que c'est un des meilleurs Ah, exemples. Covid, juste t'as la avant, Corée du Nord, sinon. hein. T'as la Corée du Nord ou la Chine, sinon. Ouais, la Corée du Nord, ouais, la Chine est pas mal. Mais j'avais vraiment étudié les archétypes qu'on nous avait projetés dessus pendant le Covid. Bah, c'est intéressant, c'était dans le monde entier. La Chine, c'était un peu pareil, mais juste les archétypes étaient encore plus marqués. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, avant le Covid, on avait les gilets jaunes. Et Ouais. les gilets jaunes, étaient dans un archétype de rébellion. L'État était remis en question, remis en cause. On remettait son pouvoir en branle. Le Covid arrive. Bon, c'était en train c'était un peu sur la fin déjà le mouvement, mais il était toujours Ouais, là. c'était sur la. Il était toujours là. Et alors que l'État était remis en question, eh ben, bam, Covid arrive, on te dit c'est la guerre, il y a un ennemi invisible que personne ne peut voir, un pseudo-virus, et qu'est-ce qui s'est passé? On t'a mis chez toi. Alors que tu voulais plus de liberté et que tu étais dans la rue pour demander ça, on t'a confiné, mais tu l'as accepté parce que derrière, c'était pas safe. Donc on a activé chez toi le besoin de te sentir en sécurité. Et du coup, tu as normalisé une nouvelle norme et l'État qui était remis en question a repris sa place de leader et a pu exercer plus de contrôle alors que justement, on venait remettre en question son contrôle. Ah, mais ouais. C'est super Pendant, intéressant. pendant le Covid, c'était un truc de ouf. Et là aussi, par rapport à la Russie, l'Ukraine et tout, Ah ouais, c'est idem. c'est la même chose. Bon, là, aujourd'hui, on a plus tout ce qui est RN, qui est enfin, le RN au pouvoir, etc., qui est beaucoup prisé. Mais ça, c'est pareil, en fait. C'est tout ce sont tous des projections, en fait, qui sont établies sur un certain parti, sur et des projections et des insécurités en même temps, tu vois, comme tu Ouais, disais. de ouf, de ouf. Je voulais faire une vidéo juste sur ça Oh, parce que aussi. c'est trop intéressant et tu vois, j'ai été, moi, je suis sur, en vrai, je suis sur une liste en vrai électorale. J'étais dans ma ville. Je suis sur la liste du parti de la ville. Et du coup, dans mes amis Facebook, j'ai que des gens qui parlent, enfin, j'ai beaucoup de personnes qui parlent de politique et qui disent qu'ils soutiennent. Je dis, mais en fait, si on regarde, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de la montée de l'extrême, là. Mais en vrai, si tu regardes, c'est parce qu'ils font pas de la politique. Ils ont créé un mythe. Ils ont créé un mythe depuis Le Pen Chirac. Et si tu regardes des élections présidentielles, ça fait que monter. Parce que c'est pas de la politique, c'est le mythe en fait. Donc on s'en fout du programme. Parce que de toute façon, les gens ne lisent pas le programme. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est. Du Ils ont des problèmes, et puis ils projettent une pseudo-solution sur un messie politicien, C'est du et du coup, marketing, en c'est un fait. mythe. C'est que du marketing. C'est que du marketing. Résolution de problème. C'est. Les gens, ils disent, ouais, l'économie, mais en fait, les gens, ils en ont rien à foutre de l'économie. Pour eux, ils voient plein d'insécurité. Tu peux pas sortir à 10 heures à Paris, 10 heures du soir à Paris, sinon tu te fais agresser. Eux, ils voient ça, tu vois.
ils regardent dans les infos qui médiatisent tous les problèmes qu'il y a, ils se disent ah, mais il y a un problème, il y a un problème. Et puis même, il y en a qui se font agresser aussi. Donc justement, ça fait monter ça, tu vois. C'est comme si, je sais pas, tout le monde est en dépression. Toi, tu sors un programme pour sortir de la dépression. Bah, tu vas appuyer sur le problème. Tu vas dire comment sortir de la dépression. Bah tiens, je vais t'aider à faire ça et tout ça. Et si tu dis, je sais pas, être épanoui ou peu importe un autre truc, les gens ne vont pas connecter à ça. C'est pas ce qu'ils Si tu sors, cherchent. ouais, enfin, tu sors un truc un peu pourri, tu vois, ils vont plus se connecter à leurs problèmes. Il y a une phrase comme ça que j'ai beaucoup entendue dans l'entrepreneuriat, c'est tu vends ce que les gens ont besoin et puis tu leur donnes, tu leur délivres ce qu'ils ont vraiment besoin, je crois, ou un truc comme ça. Là. Tu leur vends leurs Euh, problèmes et tu leur délivres, je sais plus ce que c'est, ouais, un ouais, truc dans le genre. Bah, ouais. c'est pareil, en fait, c'est ce qu'ils font, le RN et tout, le bordel. Là. C'est ça qui est intéressant. Les gens sont connectés à un mythe perso et il faut juste que Ouais, tu y répondes. ah, mais direct. Ouais. Et c'est super intéressant. Super intéressant. Et bah, à la fois, je trouve c'est intéressant. Il n'y a qu'une façon de détruire le mythe, c'est de le confronter à la réalité. Donc moi, je suis sur une commune quand même qui est de gauche et je leur dis, mais en fait, les gars, vous vous battez, mais regardez ce qui est en train de se passer. Le mythe, il va faire juste monter. Si vous voulez démonter le mythe, bah, vous êtes obligé de le confronter à la réalité. Donc ils sont pas contents, hein. Ils sont pas forcément en accord. Ils disent oui, on va pas essayer le RN, tout ça. Moi, je me suis même pas intéressé aux élections et je regarde juste ça d'un point de vue extérieur, tu vois. Mais tu t'aperçois que la seule façon, là en fait, ce que par exemple Macron a fait, à mon sens, c'est la meilleure opportunité que n'importe quel parti pourrait avoir que de démolir un parti comme le RN. Parce que c'est la façon de le confronter à la réalité, mais ça nécessite de le mettre à Matignon, et ça les gens, pour beaucoup, ne veulent pas. Mais du coup, s'il n'est pas à Matignon, ben, ils vont mettre quelqu'un d'autre, et ça va pas résoudre les problèmes, et donc le mythe va juste prendre de Ouais. l'ampleur, et après, bah voilà, il y a 2027, et puis il y a après, tant qu'on ne démolit pas le mythe par la réalité, il prend de l'ampleur. Et c'est là tout le comble et à la fois le problème de l'homme, tu vois. Parce que on est juste le résultat de nos mythes. Sauf qu'aujourd'hui, ben, on est complètement déconnecté des mythes qui nous animent. Et c'est ça, et il y a Idriss Aberkan, il a fait une analyse de ouf là-dessus, tu vois. En gros, il parlait par rapport à Macron, etc. Il a fait en sorte de créer, en gros, lui, il a utilisé l'expression une grenade découpillée. Ça veut dire que peu importe le prochain parti qui va venir, ça va être catastrophique pour lui. Dans justement la conception de l'État comme il est fait actuellement. Parce qu'en plus, bah, enfin, après, même dans les mythes dans lesquels les gens se racontent le RN et tout ça, en fait, on ne peut pas aller au-delà de l'Europe. Parce que c'est comme si tu étais le pays des États-Unis, tu as le président, et en fait, la France aujourd'hui, c'est juste un État, tu vois. Comme exactement tout ce qui est en Amérique, en fait, tu vois. Bah, ah non, parce que c'est intéressant, je trouve que ah, je te rejoins un peu moins. Parce que je trouve que effectivement, tu as l'Europe, mais après, les États-Unis, tu as quand même. Chaque État a certes sa culture, mais tu as aussi une culture américaine. Et nous, on n'a pas forcément de culture européenne. Pour le moment. Et tous les pays ont quand même, tu vois, il y a une culture. En fait, tu vois, on parle d'archétypes individuels. Il y a les archétypes individuels, et puis il y a les archétypes nationaux. Et donc, les archétypes de la France ne sont pas les mêmes archétypes que l'Allemagne, que l'Espagne, que le Portugal, que l'Italie. Et donc, on reste quand même dans, dans une identité nationale qui est très très forte, même si effectivement, j'avais entendu que ce qu'ils voulaient faire, c'était une sorte d'Europe à la sauce américaine, où du coup, chaque pays serait un État. Sauf que dans le fait, en fait, pour moi, j'ai l'impression que c'est pas possible parce que ça demanderait de démolir les archétypes nationaux à travers lesquels les citoyens se, se pensent. Les États-Unis, c'était possible parce qu'en fait, c'est un pays qui est récent. Je crois qu'il a quoi, 200 ou 300 ans, les États-Unis. Et en fait, c'est la culture anglo-saxonne qui est venue. Puis après, ils ont juste pris le territoire. Mais il y avait une culture de base qui s'est juste Ok. expandue et puis après, on a fait des États. Alors que là, nous, ça nous demanderait de déconstruire la mythologie de chaque pays
pour le fondre dans une mythologie collective, alors que pour l'instant, si on regarde juste même au niveau de la France, si aujourd'hui le nationalisme il monte, c'est parce que justement, on malmène les archétypes nationaux. Mm. Ouais, mais c'est pour ça, hein, clairement. Donc, ouais, je sais que c'est une volonté de faire ça au niveau de l'Europe, mais bah, c'est pas du tout, c'est pas viable. À moins d'enseigner la culture archétypale à l'école et de se mettre d'accord sur un mythe collectif, de peut-être tous parler anglais ou une langue commune. On va parler européen. Ouais, parler, ouais, faudrait qu'il y ait une langue, faudrait qu'il y ait une langue commune. Bon, l'anglais, c'est déjà plus ou moins ça. Ouais, ouais, clairement, c'est ça, hein. C'est ça. Comme, tu vois, après, je sais que les enjeux que nous, on peut rencontrer ici, les États-Unis, par exemple, peuvent l'avoir, tu vois. Il y a les Mexicains, c'est, c'est, c'est- il me semble que ça s'insère dans la culture américaine, mais tu as quand même des clashs de culture. Ouais. Mais il y a quand même une énorme culture autour de l'Amérique, et ça fédère, que tu sois d'origine anglaise, que tu sois mexicain, que tu sois canadien, que tu sois portoricain, ce que tu veux. Les États-Unis, ça reste les États-Unis. Alors que l'Europe, en vrai, moi, je sais pas c'est quoi les archétypes de l'Europe. Donc c'est très difficile de se Ouais. projeter dans quelque chose si on ne connaît pas leurs archétypes. Ouais, tu vois, tu parlais tout à l'heure de la montée du nationalisme, je sais pas. Ça me fait penser, en fait, que quand tu refoules ton ombre, elle finit toujours par revenir à un moment donné. Pendant longtemps, on a refoulé le nationalisme en France, ce qui fait qu'aujourd'hui, il revient de plus en plus, tu vois. Ouais. Au lieu de, si par exemple, parce qu'aujourd'hui, il y en a plein qui vont dire, ouais, tu mets le drapeau français, t'es raciste ou je sais pas quoi. Et en fait, ça, c'est venu parce que on a refoulé complètement au lieu de laisser un peu d'espace, tu vois, l'expression entre guillemets, ce qu'on refoule. Et c'est justement dans l'expression de ce qu'on refoule, dans la, dans, ouais, dans laisser exprimer ce qu'on refoule, qui fait qu'on va pouvoir garder en fait un équilibre. Mais si tu refoules à fond et que tu laisses pas une sortie, tu vois, c'est comme si tu remplis un ballon d'eau, arrive un moment, ça va finir par exploser. Mm. Alors que si tu fais un petit trou en dessous et que tu le remplis, ça explosera jamais parce que tu auras une fuite. C'est exactement la même chose. C'est en gros, il faut faire une fuite dans son ombre pour éviter que ça grossisse à un moment que ça nous explose à la gueule. Et quand ça nous explose à la gueule, on peut plus contrôler en fait, il n'y a plus rien. C'est un peu ce qui se Ouais. passe en fait aujourd'hui, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu ce qui se passe. Ouais. C'est intéressant du coup. On a du Ouais. travail. C'est ça qui est fou. Mais le problème de ce travail, c'est que c'est rendre conscient l'inconscient. Alors, va dire aux personnes, déjà, l'ombre, tu vois, ça a été quand même, c'est beaucoup plus répandu dans les pays Ouais. anglo-saxons, aux États-Unis, en Angleterre. Chez nous, on en est encore à devoir faire un travail d'éducation autour de ça. C'est possible, mais il y a déjà tellement à faire et c'est vrai qu'il y a une urgence. Il y a une urgence à conscientiser ça. Euh, et Ouais, donc ceux qui veulent travailler l'ombre, on recrute. ah ouais, On ah ouais. forme à l'ombre, on recrute des profs de l'ombre. Les thérapeutes de l'ombre, ça va au-delà de la thérapie parce que dans le fond, c'est simple en fait. C'est tellement simple. Tu vois, moi, j'avais critiqué euh, la laïcité en France. C'est justement euh, neutraliser tous les signes distinctifs. Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait dire sur le sujet. Mais en fait, ce que j'avais proposé, j'avais même envoyé une lettre, c'était au ministre de l'Éducation nationale, il y a Ouais, tu m'avais dit, tout ouais. un bouquin dessus, tu vois. Il avait répondu. Hein. Mais en fait, pour moi, tu vois, on reste les pays des. Moi, je reste très, très attaché à la culture de la française. On reste le pays des Lumières. Et pour moi, il y a plein de choses qui peuvent partir d'ici. Sauf que on n'en profite pas. On a quelque chose, par exemple la laïcité, qui aujourd'hui marche pas, et où il n'est pas adapté. Par contre, si on veut du vivre ensemble, c'est peut-être l'occasion de mettre ces outils de connaissance de soi, d'expliquer ce que c'est que l'ombre. Et en fait, ça, tu vois, moi, j'ai fait avec des collégiens. Donc, tu sais que véhiculer du vivre ensemble par une meilleure connaissance de soi, par un travail de conscientisation de son ombre, prendre conscience que ce que j'aime pas chez toi, il y a peut-être moyen que ce soit des choses que je porte en moi ou que j'essaye de devenir mais que j'arrive pas et du coup je t'en veux, je te jalouse sans même m'en rendre compte. Ça crée de la bienveillance mais puissance 800. Et de l'humilité.
Et puis, ouais, c'est ça. Humilité, sagesse, conscience, tout ce qui manque. Mais En fait, au lieu de te mettre à un niveau, un piédestal, bah, tu redescends. ouais. Bah, tu vois, il y a tout pour pouvoir offrir ça dès l'école, hein, dès le collège. Et c'est pas fait. C'est pas fait. C'est pas fait parce qu'on n'est pas assez en bas à faire du bruit. Alors ça commence à se faire entendre quand même. Ça commence à se faire entendre. Bon, l'ombre, on est quand même sur quelque chose de nouveau qui peut être mal compris. Enfin, nouveau. Ah ouais, C'est c'est ancien, malin. mais c'est nouveau dans la culture. Après, ça se démocratise sur les gens qui travaillent sur eux, mais enfin, tu parles de notion d'ombre à quelqu'un, comprend pas. Ah bah ouais. Il n'est pas du tout dans le domaine ou qui n'a pas fait ce travail de compréhension de soi, parce que c'est. Après, si tu parles des démons intérieurs, là, ça parle plus. Ouais. Faire face à ces démons, ça, généralement, c'est ce qui parle le plus. Ouais. Ouais, il y a une façon de l'amener, hein. Mais de toute façon, ça reste que du vocabulaire. Moi, je m'aperçois de ça, ne serait-ce que dans l'éducation, tu vois. Je vois des personnes qui arrivent à parler de sujets du chamanisme, de trucs comme ça, alors que moi, justement, je me suis brûlé les ailes à parler de ça. Et en fait, c'est juste le vocabulaire. Il faut avoir le vocabulaire Ouais, institutionnel. ouais. Et tant que c'est pas fait, pour moi, bah, tu parlais du point de rupture tout à l'heure. Soit on touche le point de rupture, et puis ça émerge tout seul, soit quand on touche le point de rupture, c'est tellement caca qu'on n'a pas le temps de changer de barre, et puis on part sur quelque chose Ouais, on qu'on va bricole pas un voir truc émerger. vite fait et puis on se casse. Ouais. Ouais. Je te Bon, rejoins. riche échange en tout Moi cas. non plus. Ouais, franchement, j'ai pas vu le temps passer. Ah ouais, 18h10. Ouais, 18h10, j'ai mon téléphone, je peux faire cuire un œuf dessus là. Ah, c'est un iPhone? Ouais, Ouais, c'est normal. ouais, ouais. Ok, bah écoutez les amis, je pense, t'as d'autres choses à rajouter toi ou pas? Non, on pourra en rajouter plein, mais bah, à voir ce qui va se passer dimanche. Ouais, Peut-être se faire un live, ça peut être ah, super intéressant. ça peut être cool. Je vais la faire, je me fais des challenges et il y a un challenge prendre la parole sur sur des sujets chauds. Donc, Je pense qu'on pourrait se mettre ça, tu sais, après la deuxième élection, je crois que c'est le 7. ouais, Genre, tu sais, on se fait un live où on réagit à chaud direct. Ça pourrait être intéressant, je pense. ouais, ça pourrait être intéressant. À chaud, voire même une analyse avec quelques slides, parce qu'on peut. Des fois, moi, je suis très visuel. Ouais, moi Et en aussi. fait, deux slides permettent de comprendre ce qui est en train de se passer. Ouais. Bah yes, on se calera ça. Puis bah si vous avez des questions par rapport au live ou un truc comme ça, vous envoyez à moi ou à Alexandre Legrand. Et puis, euh, et puis voilà les amis. Trop bien. Le Il sort quand ton livre? courant d'été. Là, Courant je suis en d'été? train de finaliser les derniers points et j'ai d'autres trucs qui me viennent en même temps. Mais ouais, courant d'été, il va sortir. Juillet, août? Ouais, je pense que ça va être ça. Ok, nice. Fin juillet, courant août. Je pense que ça va être un truc comme ça. Et puis là, j'ai déjà une autre idée d'un autre livre. Il faut déjà que je finisse les romans que j'avais faits. Des romans un peu philosophiques. Et, ah non, c'est des romans. Putain, c'est quoi le terme? Ouais, j'ai plus. Un truc genre alchimique ou un truc comme ça, tu vois. Ok. Et, euh, et après, je pense le prochain livre que j'écris, ça va être vraiment sur l'ombre pure et dure. Un truc qui parle vraiment d'ombre hardcore, tu vois. Et je pense, je vais faire le tour de la société. Je vais parler d'ombre, de projection, de tout ça, à mon avis. Trop Je bien. pense que ça va être sur celui-là que je vais me rediriger parce que celui-là, je l'ai reçu l'autre fois et je me dis, ouais, en fait, il faut que je fasse un truc là-dessus. Et j'ai tellement à dire. J'ai extrêmement de choses à dire, en fait. Parce que rien que par exemple avec le RN ou les trucs comme ça, enfin, tu peux en raconter des trucs, mais Si tu veux, j'avais déjà fait une analyse sur ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est quand tu regardes ce qui est en train de se passer là, d'un point de vue de l'ombre, il s'est passé exactement la même chose en Allemagne de 1919 à 1933. Et j'avais fait toute l'analyse là. Donc j'avais fait un bouquin sur sur la laïcité. Et en fait, tu t'aperçois que l'ombre que les Allemands
dans cette période et qui a permis à un courant, le courant d'Hitler de prendre le pouvoir, il se passe exactement la même chose. Alors, je suis pas en train de dire que le RN, c'est le même parti nazi, mais dans les faits, ça reste un extrême qui monte et du populisme. Et en fait, il s'est passé exactement la même chose. Je sais pas, je pourrais t'envoyer. J'avais passé 2 ans à étudier la chose. Et ouais, super intéressant. Ah bah Parce que carrément, vas-y. l'histoire se répète toujours. Révolution. Ouais. Merci pour l'invitation. Bah, merci à toi. Et comme à chaque fois, je laisse le dernier mot à l'invité. Tu es l'invité, tu as le dernier mot. Dernier mot. Ma dernier mot serait plonger dans vos archétypes. Les archétypes, c'est le mode d'emploi de tout un chacun. Alors, ne serait-ce que ouvrir un livre sur le sujet. Et puis, il y a l'application là, dont on a parlé tout à l'heure. Faites les vôtres. Puis, ça va déjà donner pas mal de billes sur les jeux psy qui vous animent à l'instant T. Et les archétypes, ça a changé ma vie. Donc, ce sera le mot de la fin. Tu veux changer de vie, mets en conscience tes archétypes inconscients. Merci beaucoup. Et puis ouais, t'as écrit des livres, toi, sur le sujet en plus. Ouais, j'en ai fait 7-8. Ouais. Et là, je suis en train de faire le grand livre des archétypes. C'est encore celui-là? Celui-là, il est patate. Donc, j'ai pas de date. Je veux le finir pour à la fin de l'été, mais il y a... là, il fait déjà 160 pages. C'est un format A4. Et c'est pas encore structuré. Il y a juste toute la matière. Ok, Plus après, j'ai pas détaillé les archétypes. Donc, ok. mais de ce livre-là, ça va être un support de formation. Parce que je vais mettre le focus que sur la formation des archétypes à la rentrée. Euh, et après, du coup, je vais faire s'orienter avec les archétypes, coacher avec les archétypes, et ça, plusieurs choses vont en découler. Tu vois, parce qu'on pourrait faire un livre que sur les archétypes sexuels, qui ne serait-ce que comment on les utilise, tu vois. Ouais. J'ai réussi à fusionner MBTI, Enneagramme, PNL, tout ça dans une démarche complète. Donc, je fais la Bible, et puis après, on fera plein de petits. Travaillez sur vos archétypes, les amis, travaillez sur vos ombres, travaillez sur vous, tout simplement, et allez dans l'inconscient. Merci Alex. Et puis bon, on se tient au courant très vite. Carrément. Ciao! Ciao!